Bonjour, Marina Chouliac. Je suis anthropologue et j'ai mené avec l'association LALCA une recherche-création sur les derniers bains-douches de Lyon. Alors, qu'est-ce que les bains-douches ? C'est d'abord un établissement public géré par une municipalité et qui, à Lyon, accueille environ 200 personnes par jour sans condition, gratuitement, pour leur permettre de se laver. Ces personnes, pour la plupart, occupent un logement non conventionnel, voiture, camion, squat, ou sont sans abri, et qui pour la plupart aussi ont un parcours migratoire. Alors les bains-douches, c'est un lieu qui pose la question des politiques publiques en matière d'accès à l'eau, mais aussi d'hospitalité. Qui pose aussi la question des normes, ou de la construction des normes de propreté, et des techniques du corps pour se laver, plus généralement prendre soin. C'est aussi un lieu où tout à la fois se cachent et se dévoilent les actes quotidiens les plus intimes. Pourquoi une recherche-création ? Pour nous, il y avait 3 enjeux. Le premier enjeu, c'était renouveler les méthodes d'enquête. Non seulement pour accéder à cette intimité, mais aussi pour accéder et capter la dimension sensorielle des techniques du corps. Le deuxième enjeu, c'était l'enjeu de la participation, c'est-à-dire amener les usagers et les agents des bains-douches à prendre part à l'enquête, aussi amener une certaine réflexivité qui était loin d'aller de soi quand il s'agissait d'évoquer des pratiques banales intériorisées pour une part cachée. Et enfin, troisième enjeu, c'est l'enjeu de la restitution. Comment s'adresser à la fois aux enquêtés et au pouvoir public. On avait aussi pour objectif de transmettre aux décideurs l'expertise, la parole et l'expertise des personnes précarisées concernant la ville et ses aménités. Here is Morocco, Amazigh. We go for Turkey here, and Racisme. Joe go for Bulgarie. La carte mobile, c'est une expérience à plusieurs mains et plusieurs voix. Pour moi, ce projet a émergé de la nécessité de réfléchir avec les personnes dont je raconte les histoires singulières, d'en faire des complices et co-autrices de ma recherche. Et pour en faire notre recherche, il fallait donc penser un espace de création, de travail commun, du terrain jusqu'à la restitution. À un niveau matériel, le dispositif que j'ai construit dans un camion me permet d'aller vers des personnes qui sont souvent reléguées, placées dans des marges. Je les rencontre parfois dans des lieux frontaliers très violents, soumis à des contrôles, des déguerpissements, des évacuations. Et le camion fonctionne alors comme un espace de répit, de repos, de possibles réflexions. Les ateliers rassemblent aussi des personnes mineures étrangères en attente de la reconnaissance de leur minorité en France et des personnes en demande d'asile, des jeunes aussi en apprentissage dans les métiers de la construction. Ensemble, nous interrogeons la notion de frontière à travers ces différents lieux et manifestations, et à partir du processus cartographique qui nous permet de générer un langage commun et d'intégrer nos savoirs multiples. Souvent, j'ai le sentiment de n'être là que pour guider la réflexion collective ou peut-être sublimer les propositions de chacun et chacune, et c'est dans ces moments de perte de contrôle que se joue, à mon avis, la dimension participative de la recherche. L'exposition que nous construisons est elle aussi en mouvement. Les personnes qui la visitent et la découvrent sont ensuite invitées à participer à un atelier de cartographie sensible, un entresort, durant lequel elles s'engagent elles aussi physiquement pour questionner, voire réinventer la notion de frontière. Tras la defensa de mi tesis doctoral, hoy propongo una restitución escénica de esta investigación que me permitirá de conjugar mis vivencias como etnógrafo y actor bailarín. En este sentido, The Winner is Miss Intersectionality ha sido concebida como un solo de danza adaptable a todo tipo de espacio. Esta performance consistirá en la transposición gestual de ciertos cruces de frontera, tanto territoriales como identitarias, experimentados por las personas LGBT+ venezolanas encontradas durante mi trabajo de campo en Colombia. Asimismo, la propuesta constituye un ejercicio reflexivo sobre mi experiencia como hombre gay latinoamericano,
instalado desde hace más de 15 años en el norte global. Voilà ce qui reste de la piscine de Morsinx dans les Landes. Je suis passé l'an dernier, en juillet ou août 2022, j'ai pu encore photographier ce plongeoir désaffecté. Là, il n'y en a plus. Je suis Benoît Haché, je travaille à l'EHESS depuis une dizaine d'années. Je suis au laboratoire d'anthropologie politique depuis le mois de juin 2022. Et j'ai réorienté mes recherches vers la socio-histoire des piscines publiques en France. Et puis de plus en plus des baignades dans les rivières, et le retour des baignades en rivière. Mais là, devant la destruction de cette piscine en particulier, puis tout un tas d'autres piscines et plongeoires surtout dans lesquelles j'allais dans les années 80 quand j'étais adolescent, je me suis dit qu'il y avait une enquête à faire. Alors j'ai travaillé avec Emmanuel Germain, qui est documentariste sonore, et on a essayé de faire une ethnographie sonore de la disparition des plongeoires en France. Dans le documentaire qu'on a réalisé, vous entendrez les splashs des enfants qui sautent du 3 mètres, du 5 mètres, à la piscine d'Aubervilliers d'ailleurs, à côté du campus. Et puis vous entendrez aussi les interventions de Daniel Caous, qui est juge international en plongeon et qui a fait une carte interactive des plongeoires en France, en remarquant bien que la carte, enfin le nombre de plongeoires diminuait. On entendra aussi une ex-championne de plongeon, Julie van der Schmidt, qui nous expliquera son plaisir de la suspension, et puis Emmanuel Auvray, qui est historien de la natation, qui nous expliquera pourquoi ces plongeoires ont disparu. Le groupe documentaire Panafest permet de partager avec un large public via un site internet basé en Afrique du Sud la recherche menée dans le cadre de l'archive du Festival panafricain. Il rassemble 53 entretiens autour de ces 4 moments phares du panafricanisme. Nous offrons une lecture des 4 festivals comme un seul et même événement où les contenus politiques ont une place première. L'objectif est de ne pas raconter une histoire, mais bien au contraire, de proposer une vision ouverte aux multiples points de vue, voire aux contradictions. Nous proposons ainsi une variété de parcours que celles et ceux qui les visionnent peuvent emprunter selon leur intérêt. Un parcours festival par festival, un parcours politique qui a pour focale la guerre froide, les mouvements révolutionnaires et les politiques nationales, un parcours via la production artistique, un parcours de lieux physiques de festival, et un 5e autour des dynamiques afrodescendantes, tant en termes idéologiques que philosophiques. Enfin, dans le 6e parcours, on trouvera une série de liens, notamment de nombreux documents filmiques, auxquels s'ajoutent les cartographies d'acteurs, de participants, de personnages cités, de productions culturelles, d'institutions et d'organisations. Chaque fois qu'une personne, un événement, un lieu clé est mentionné à l'intérieur de chaque entretien, un panneau explicatif apparaît. Et j'avoue que le discours de Césaire résonne encore. De la même façon, on accède aux thématiques principales qui structurent l'entretien. Cela permet un regard pointu à la seconde près sur le sujet abordé et permet également de basculer vers des sujets connexes traités dans d'autres entretiens. Ils ont parlé de ce festival-là, parce qu'à cette époque-là, l'Afrique était divisée en 2. Il y avait, sur le plan politique. Enfin, nous proposons un menu, des instructions détaillées et une liste de participants avec leur biographie. Quand on est partis en vacances toutes les 4 l'été dernier, à la plage, ouais, ça nous arrivait de nous dire qu'on trouvait tel mec mignon. Si je suis avec une copine, je lui dis « Putain, t'as vu, lui, quand même, il était pas mal. » Sujette de désir est un projet artistique mêlant photographie et enregistrement sonore. Il porte sur l'objet d'étude de ma thèse d'anthropologie, qui s'intéresse aux manières dont une femme regarde le corps d'un homme dans le cadre des rapports de séduction hétérosexuels aujourd'hui en France. La série photographique réunit des prises de vue issues de rencontres avec 15 hommes âgés de 19 à 65 ans. Elle avait pour objectif de représenter des hommes tels qu'ils peuvent être regardés, appréciés et désirés par des femmes dans le cadre de la vie quotidienne. Pour inspirer la prise de vue, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 24 femmes cisgenres âgées de 18 à 85 ans,
principalement blanches, hétérosexuelles, de classe moyenne et supérieure, résidant en région parisienne. La série photographique est complétée par un montage audio visant à rendre accessibles les voix des femmes rencontrées pour l'occasion. Entrepris au début de cette recherche, le projet Sujette de désir est d'abord pensé comme une démarche indépendante et autonome destinée à rendre visible et accessible cet objet d'étude. La dimension artistique est vécue comme une manière de s'emparer du sujet avec une plus grande liberté et de manière plus intuitive. Le projet Sujette de désir constitue finalement un des piliers fondateurs de mon processus de recherche. À ce titre, il me semble qu'il illustre les potentialités heuristiques du pas de côté artistique. Non, mais je pense que lui, il doit avoir une petite bite ou j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Mais juste parce que ça nous amuse, quoi. On se comporte un peu comme des mecs des fois, je crois, même pire. Maintenant, les femmes, elles aiment l'amour, elles aiment tout ça et elles ne s'en cachent pas. Bonjour à tous, je m'appelle Hong Yi, je viens de Luoyang en Chine. Je suis doctorant à l'EHSS et je me spécialise dans l'art et le langage. Récemment, j'ai participé à une exposition d'art organisée par le lab de l'EHSS. Je suis ravi de vous présenter mon travail artistique et de partager avec vous mes réflexions sur la culture faunière de Hui en Chine. Mon travail porte sur les faunières de Hui en Chine et j'ai créé un portrait de groupe de cette culture faunière. Les Hui sont une minorité ethnique en Chine et leur culture faunière est très différente de celle des autres groupes ethniques. Les faunières sont un moment important pour les Hui et elles sont souvent accompagnées de rituels religieux et culturels. Dans mon travail, j'ai cherché à capturer l'essence de la culture faunière de Hui en Chine. J'ai créé un portrait de groupe qui montre les participants aux faunières et qui reflète leurs émotions et leur engagement dans le rituel.